Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 18 octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, on commence par un petit truc assez rigolo. Morgan Stanley révèle détenir 272 millions de dollars de Bitcoin pour le compte de ses clients. Bon, c'est pas une énorme somme pour eux puisque c'est 0,02% de leurs avoirs totaux, mais je suis pas sûr que ce soit Morgan Stanley, hein, mais il me semble que c'était une banque qui était très anti-crypto il y a encore pas si longtemps, donc c'est assez rigolo de voir qu'ils ont commencé à franchir le pas, même si c'est pour le compte de leurs clients, même si c'est une toute petite somme de l'argent qu'ils détiennent, hein, c'est quand même assez ironique de voir ça. On a le FBI qui a arrêté la personne suspectée d'avoir hacké le compte Twitter de la SEC. Rappelez-vous, ça remonte un petit peu, quand on a eu les approbations sur les ETF autour de Bitcoin, le compte de la SEC a été hacké et on a eu une révélation entre guillemets en avance de ces approbations. Et ce qui est rigolo, c'est que le hacker, il a cherché des trucs sur internet assez débiles, hein, honnêtement. Piratage, SEC, Gov. Comment puis-je savoir avec certitude si je fais l'objet d'une enquête du FBI? Quels sont les signes indiquant que vous faites l'objet d'une enquête de la part des forces de l'ordre ou du FBI, même si vous n'avez pas été contacté par eux? Voilà, c'est pas des choses à faire en général quand on soupçonne être recherché par le FBI. On fait pas ce genre de choses sur son ordinateur personnel. J'aurais limite pu garder ça pour le même du jour à la fin, mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus drôle. Et d'ailleurs, pour parler vite fait des ETF, je l'ai pas mis de côté, mais j'ai vu passer que les ETF Bitcoin avait atteint 20 milliards de dollars en capitalisation, et a priori les ETF sur l'or ont pris 5 ans pour atteindre la même valorisation, donc ça marche plutôt bien pour l'instant ces ETF du côté de Bitcoin. Allez, malheureusement on enchaîne directement avec les mauvaises nouvelles du jour, il y en a eu quelques-unes, on a eu un gros hack du côté de Radiant, je sais pas si c'est tous les fonds du protocole qui ont été dérobés, je pense que c'est une partie des fonds, en tout cas ça représente quand même 50 millions de dollars, on n'est pas sur un petit hack, et a priori ce qui s'est passé, c'est ce que rapporte Cybers Alerts, c'est un problème autour du multisig du protocole. Donc ce multisig, c'est celui qui gère le protocole, qui peut ajouter des mises à jour, qui peut changer plein de choses, et du coup le hacker a réussi à prendre le contrôle de 3 des 11 adresses du multisig. Pourquoi 3 sur 11? Eh ben parce que c'est le nombre d'adresses qu'il fallait pour pouvoir effectuer un changement. Alors, je trouve que c'est très curieux comme limite 3 sur 11, ça me paraît pas très sécure. Paradoxalement, si je vous dis 3 sur 4, ça paraît plus sécure, puisque c'est 75% des adresses, il y a cette notion de pourcentage. Au final, ça revient quand même à 3 adresses de chaque côté, donc je suppose que pour le hacker, c'est à peu près aussi difficile dans les deux cas. Mais quand on prend un peu de recul, 3 sur 11 adresses, ça veut dire s'il y a 3 personnes par exemple qui s'entendent mal sur les 11, ou je sais pas, peut-être s'il y a quelqu'un qui a 3 adresses sur les 11, parce que c'est pas nécessairement 11 personnes, ça peut être 3-4 personnes qui ont plusieurs adresses, j'en sais rien. Enfin, ça me paraît assez fou de mettre 3 signatures sur 11, je trouve que c'est ridicule comme sécurité. Donc le hacker a réussi à mettre la main sur 3 des clés privées, et il a pu niquer le protocole, hein. Voilà, on va le dire comme ça, on va simplifier grandement. Du coup, si vous avez interagi de près ou de loin avec le protocole Radiant, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas une approbation qui traîne. Si vous avez le wallet Rabi, vous avez juste à aller dans la section Approvals et les smart contracts de Radiant seront écrits en rouge. Normalement, je crois que j'en ai approuvé un. Si j'écris Radiant, vous voyez que j'ai un smart contract qui remonte. A priori, ça n'a pas l'air d'être celui qui a été impacté par le hack. Donc c'est pas ultra grave, et surtout ce qui est encore moins grave, c'est que je peux voir ce qui a été approuvé et la quantité qui a été approuvée, et en fait c'est une miette d'Ether déposée sur le protocole. Je pense pas redéposer sur le protocole. Je vois beaucoup de monde quand il y a des hacks vous dire de aller revoker tous vos smart contracts. C'est une bonne chose de revoker, de prendre un peu soin de son portefeuille on va dire, mais là c'est une transaction qui me servirait un peu à rien, parce que ce que j'ai approuvé c'est un token déposé sur Radiant. Si je pense ne jamais réinteragir avec Radiant, ça sert à rien que j'aille faire une transaction pour ça. Enfin, il y a un scénario où ça peut être intéressant de faire ce genre de transaction, c'est si je veux farmer un airdrop, typiquement, si j'ai quelque chose à aller revoker sur Scroll, voilà, ça pourrait me faire une transaction de plus. Sur Scroll, j'ai des trucs à revoker a priori, mais c'est pas des sommes énormes. Là, j'ai 1,23 Chi, donc c'est un stablecoin sur la blockchain Scroll. Je pense que plus jamais je serai exposé à ce stablecoin, donc je vais laisser mon approbation. Même s'il y a un problème sur ce smart contract, au pire, je risque de perdre au maximum 1,23 Chi,
et si j'en ai jamais dans mon portefeuille, je risque pas de les perdre. Après, dans le doute, revoker des smart contracts, c'est pas une mauvaise chose, donc vaut mieux revoker une miette que ne pas revoker un smart contract assez risqué. J'avais envie d'en parler un petit peu parce que tout le monde vous dit de revoker, mais j'ai l'impression que c'est un mécanisme que tout le monde ne comprend pas forcément. D'ailleurs, ça sert à quoi d'approuver un smart contract? Ça sert au protocole d'aller piocher vos tokens dans votre portefeuille, parce que c'est comme ça que ça marche sur les blockchains EVM. Un protocole, il doit avoir votre autorisation pour que vous puissiez déposer des USDC dessus. En fait, faut pas voir la chose comme ça, c'est pas vous qui déposez des USDC, c'est le protocole qui va les chercher dans votre portefeuille, et vous l'autorisez à faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on revoke. Si on l'a autorisé à prendre une quantité infinie d'USDC, bon, on va lui dire, non, t'as plus le droit, stop, tu prends plus mes USDC. Normalement, s'il n'y a pas de problème sur le smart contract, il va pas le faire derrière votre dos, il va pas vous prendre des USDC si vous lui avez pas demandé, mais quand on laisse des approbations infinies, c'est ce qui peut se passer s'il y a un hack plus tard. Et c'est ce qui s'est passé du coup du côté de Radiant. J'ai l'impression que c'était un petit peu brouillon, donc au pire, si l'explication était pas terrible, je la couperai au montage. Ensuite, on a eu un autre petit souci du côté d'Ambient Finance. Là, c'était plus un souci au niveau de l'interface, au niveau du site, puisque si je dis pas de bêtises, le nom de domaine redirigé vers une fausse version d'Ambient Finance, où il y avait quelque chose de vérolé sur le site. Je crois que ça a été réglé depuis, donc on peut aller sur Ambient Finance, il n'y a pas de souci, mais faites attention. Ça, c'est un type de hack qui arrive de temps en temps. Il y a une manière super simple de les éviter, c'est d'avoir un wallet comme Rabby qui simule vos transactions, d'avoir une extension comme Pocket Universe, et c'est des rappels que je fais très souvent, et je n'arrêterai pas de les faire, je le ferai hyper souvent s'il le faut. Bref, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, on a quand même des choses plus positives. On a eu pas mal de levées de fonds aussi, et des grosses levées de fonds. Déjà, dans le dernier DeFi Actu, on a passé en revue une levée de fonds de 200 millions de dollars ou quoi. Là, on est un niveau au-dessus, vous allez voir. On commence d'abord par ZK-Pass. Il me semble que c'est une sorte de protocole qui permet de faire du KYC, qui lève 12,5 millions de dollars. D'ailleurs, je vois qu'ils sont incubés par Binance. Dans les investisseurs, on retrouve plein de grosses boîtes. Donc ça m'étonnerait pas qu'on finisse par avoir un token sur ce protocole de KYC. Je trouve ça complètement malsain d'avoir un écosystème où on fait des vérifications et en plus on monétise plus ou moins le protocole en lui-même. Un peu curieux, mais bon, les investisseurs, ils mettent des billes un petit peu partout et ensuite ils espèrent pouvoir récupérer plus de sous-sous par la suite. D'ailleurs, le projet, ils ont levé des fonds sur une valorisation de 100 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal pour un protocole qui sert à faire du KYC. On a Mentolabs qui lève 10 millions de dollars. Mentolabs, c'est la boîte, le protocole, appelez ça comme vous voulez, qui est derrière les stablecoins sur la blockchain Celo. Donc le CUSD, le C-Euro, je crois que c'est C-Euro, c'est ça. Le C-Real, celui-là il est marrant, le Real c'est le Real brésilien, et du coup avec un C devant, ça fait un petit jeu de mots. Du coup je me demande pourquoi lève 10 millions de dollars sur Celo. J'ai l'impression que c'est une blockchain qui est un peu morte. Pour ceux qui ne le savent pas, Celo c'est super vieux. Celo, c'était là avant la Binance Smart Chain, c'est vraiment pas récent. Donc je suis toujours étonné de voir qu'il y a des projets sur cet écosystème qui lèvent des fonds. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On a Yellowcard, un exchange panafricain. Je sais pas quelle région de l'Afrique c'est exactement la Panafrique. J'ai déjà entendu le terme, mais je saurais pas placer du coup cette zone sur la carte. Donc n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. En tout cas, ils ont levé 33 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. On a Lombard, le protocole de restaking sur Bitcoin qui a levé 1 million de dollars. C'est plutôt Binance qui a foutu 1 million de dollars dans le projet. Je suppose qu'ils vont continuer un petit peu leur aventure dans la BTCFi, parce que Binance, ils ont beaucoup investi dans Solve, et Solve, voilà, je pense que vous connaissez. Solve, ils ont plusieurs produits de restaking et compagnie autour du Bitcoin, et j'avais fait une enquête. Je sais que j'en parle tout le temps de cette enquête, elle m'a matrixé, mais a priori Binance a mis pas mal de sous-sous sur Solve, et j'ai l'impression que ils essayent de se diversifier un petit peu, et Binance, c'est un des acteurs qui croit le plus en la BTC Finance. Du coup, je commence à me demander s'il n'y a pas quelque chose à farmer de ce côté-là, s'il n'y a pas un coup à jouer, parce que je vois personne en parler de cette BTCFi, et pourtant Binance, ils ont foutu 20 000 bitcoins là-dedans. Je pense qu'ils y croient un minimum, sachant que ils détiennent à peu près 40 000 bitcoins, donc c'est la moitié de leurs économies, c'est quand même pas mal. On a Pell Network aussi qui a levé 3 millions de dollars, on n'a pas Binance à la table cette fois-ci, mais faut que j'en parle quand même. Les adresses que j'avais identifiées comme étant celles de Binance, enfin celles avec les fonds de Binance, elles farment entre autres ce protocole qui est
encore une fois un protocole de restaking autour de Bitcoin. Donc ils ont levé 3 millions de dollars. C'est pas folichon, hein. Les protocoles de restaking sur BTC, au mieux ils ont levé dans les 10 millions de dollars. Donc c'est pas encore folichon je trouve, mais c'est définitivement une catégorie de protocoles qui commence à choper un peu mon attention et je commence à essayer de surveiller ce qui se passe sur tous ces écosystèmes. Allez, on termine avec la grosse levée de fonds de Praxis. Je sais même pas ce que c'est Praxis Nation. Ah oui, c'est pas censé être un état, quelque chose comme ça. Building the First Network State. Je crois que c'est un truc complètement démesuré, genre ils veulent faire un état ou une ville pro-crypto, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Et ils ont levé 525 millions de dollars. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des levées de fonds aussi élevées. On a eu des levées de fonds qui étaient pas si loin, qui étaient pas loin des 500 millions de dollars, je crois, plus tôt dans l'année, mais c'était sur du minage de Bitcoin, et bon, c'est des infrastructures qui sont assez grosses, qui coûtent assez cher, donc c'est pas étonnant, et j'ai l'impression que les investisseurs qui ont mis autant d'argent sur les mineurs de Bitcoin se sont un peu fait entuber, mais ça c'est un autre débat. Là, 525 millions de dollars, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de grosses levées de fonds comme ça. Là, on revient sur du 2022, hein. Vraiment, je suis pas sûr qu'on ait eu de levée de fonds comme ça depuis 2022, donc est-ce que le bull run serait pas un petit peu lancé? Il commence à y avoir de plus en plus d'indices que la hype, que l'euphorie revient. On connaîtra pas une hype comme 2021, pour moi c'est impossible. 2021, les étoiles étaient alignées, enfin c'était complètement fou. On sortait du Covid, tout le monde était encore chez soi, tout le monde essayait de faire de l'argent à la maison, on pourrait dire. Il y avait beaucoup cet aspect-là, et la DeFi est arrivée, elle a explosé. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas un deuxième bull run à la 2021, j'en suis persuadé. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas un gros pic d'euphorie ou quoi que ce soit, mais pas comme en 2021. En tout cas, ça, c'est le genre d'indice qui me fait dire 500 millions de levées pour un projet, il y a quand même un attrait à nouveau par les investisseurs institutionnels. Allez, c'est la nouvelle habitude, après les levées de fonds, on enchaîne avec la minute DeFi. Je pense que ça va même être la double minute là, parce que j'ai quelques news, je pense que ça va être un petit peu plus long. Allez, on perd pas de temps, on commence par Fuel Network qui lance son mainnet, voilà, le super layer 2 d'Ethereum à haute performance. J'en ai aucune idée de ce que ça donne, j'ai pas encore été jeter un œil. On a Degen qui partagent leur propre pari sur Polymarket. C'est un pari autour de est-ce que le token Degen va être listé sur Binance en 2024. Je trouve ça un peu curieux qu'ils le partagent eux-mêmes. Bon, c'est dans le nom du projet, hein, c'est Degen, donc c'est pas hyper étonnant non plus. On dirait qu'il y a un petit move d'insiders, ou alors ils essayent de donner un petit peu de hype pour que les gens achètent du oui, et en fait ils vont leur baiser la gueule, ils ont pas prévu d'être listés sur Binance. J'en sais rien, mais il y a une entourloupe derrière ça. Ensuite, on a WorldCoin qui se rebrand pour World Network. Ça change pas grand chose à vrai dire, mais en général, quand un projet, surtout dans la DeFi, se rebrand, c'est jamais bon signe. Je sais que vous en avez probablement plein en tête, et je vais pas en citer, hein, je vous laisse garder vos exemples en tête, mais voilà, hein, est-ce que vous avez un exemple d'un projet qui s'est rebrandé, qui a changé de nom, et qui a bien fonctionné ? Je suis pas sûr que ça existe honnêtement. D'ailleurs, tant qu'on parle de World Chain, World Network, je sais plus quoi, ils sont disponibles maintenant sur Acros. Voilà, je sais qu'ils ont une blockchain, ils sont sur la super chain. Je sais pas du tout ce qu'il y a dessus, à mon avis ça doit pas être terrible, mais on peut bridger depuis Acros, sûrement le bridge avec le moins de frais en ce moment sur l'industrie. Ensuite, on a World Liberty Finance, la prévente du token est toujours en cours, c'est un peu une catastrophe pour l'instant, et le plus drôle, c'est que le site a carrément été down, on pouvait pas accéder au site, on pouvait pas accéder à la prévente. Bon, c'est pas plus mal, hein. De toute façon, moi je voulais juste avoir un œil dessus par curiosité. Il y a 20 milliards de tokens qui sont censés être vendus, pour l'instant il y en a même pas 1 milliard, c'est un échec. Jusqu'ici, je suis désolé, certes il reste peut-être du temps pour la levée de fonds, mais c'est clairement un échec. Il y a des projets plus merdiques que ça qui ont levé plus de sous en moins de temps. Je pense à Portal Coin, hein, c'est un projet que je porte pas du tout dans mon cœur. Et bah force est de constater que leur prévente avait bien mieux marché, et je dois noter un truc sur cette prévente de World Liberty Financial, c'est que le token déjà il sert à rien, hein, ça va juste être un marché sur AAV, ça sert à rien d'avoir un token dessus, c'est vraiment juste histoire de lever des sous, juste histoire d'entuber un peu les gens, et surtout cette page de prévente, elle me rappelle grandement les scams du type BTC20, XRP20, ça remonte à un petit moment, pour ceux qui n'ont pas suivi vous saurez pas de quoi je parle, mais en gros c'est des projets qui vous promettent
un nouveau Bitcoin, le Bitcoin comme à l'époque, avec le prix de 2013, vous voyez, ça se vend comme quelque chose d'hyper sexy. Imaginez que vous pouvez acheter du Bitcoin, mais au prix qu'il avait en 2013, eh bien c'est possible chez nous. Oui non, mais c'est pas du vrai Bitcoin, donc ferme ta gueule. Et du coup sur ces sites, il y avait des préventes de tokens, ça marchait comme ça, et c'était exactement la même interface où on pouvait payer en Ethereum, en USDC, en USDT. Bref, la minute DeFi n'est toujours pas terminée, là je pense qu'on va partir sur 3 minutes finalement. On a Layer 3 qui fait un partenariat avec Ubisoft, je crois qu'il y a eu une quête aussi pour choper une whitelist sur leur jeu à la con, parce qu'Ubisoft, ils vont sortir un jeu Web3, gaming, machin truc, j'ai même pas envie de commenter, si vous regardez un minimum les DeFi Actu, vous savez ce que j'en pense de tout ça. On a Babylon qui a augmenté son plafond, au début il y avait que 1000 bitcoins qui pouvaient être déposés, a priori c'est passé à 24 000 à peu près, et en dollars du coup la TVL de Babylon c'est 1,6 milliard de dollars, ce qui est encore loin des Gunlayer, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça montre quand même qu'il y a des acteurs qui s'intéressent à ce restaking sur Bitcoin, et les deux plus gros dépositaires sur Babylon, c'est Lombard et Solve Protocol. On en a pas parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, quand je vous dis que Binance s'intéresse à fond à la Bitcoin Finance. Et un dernier truc pour terminer cette minute DeFi, si jamais vous farmez du côté de SolLayer, ils ont lancé un épisode 2, je sais pas exactement ce qu'il faut faire, a priori il y a des petites quêtes, des petits trucs à la con, je sais que j'ai quelques Solana qui traînent sur un portefeuille et que j'ai déposé sur SolLayer, donc j'irai voir ça de mon côté, je vous mettrai le lien dans la description. Ouf, allez, on enchaîne avec les news autour des airdrops, autour de la DeFi, un peu plus calme cette fois-ci. On commence par deux bridges, c'est un protocole que j'ai pas du tout farmé, pour la simple et bonne raison que c'est un bridge qui était pas optimal, il y avait des frais dessus, donc ça m'intéressait pas de l'utiliser, mais mine de rien, c'était pas si mal de le farmer. Il y a GHZ qui avait fait pas mal de posts autour de ça, qu'il avait pas mal farmé, et même sans avoir de boost, j'ai pas du tout suivi cette histoire, mais a priori on pouvait avoir des boosts en farmant l'airdrop, donc même sans avoir de boost, c'était rentable de claquer des frais sur des bridges pour récupérer des tokens. Alors rentable au cours actuel, je sais pas si le token s'est pété la gueule ou s'il a fait un x2 ou quoi, mais a priori pour ceux qui ont vendu assez vite, c'était rentable de farmer cet airdrop de bridge. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans le doute, je vais vérifier mes portefeuilles aussi, on sait jamais, peut-être qu'il y a un petit moment, je vais utiliser deux bridges, que j'ai peut-être quelques tokens à récupérer, mais je m'attends clairement pas à grand chose de ce côté-là. Au pire, j'aurais peut-être de quoi m'acheter un petit paquet de cacahuètes. Faites attention quand même, les cacahuètes c'est plus calorique que les chips, donc choisissez bien, hein. Eh oui, regardez sur les paquets si vous me croyez pas, les cacahuètes c'est que du gras, c'est des fruits secs. Bref, on enchaîne avec ma petite vidéo sur Scroll. On sait jamais, si vous regardez ce DeFi Actu le 18 octobre, voire le 19 assez tôt, vous avez toujours le temps de farmer les badges sur Scroll. Je vous incite pas nécessairement à rusher, absolument le faire, si vous vous y êtes pas mis jusqu'ici, c'est pas grave, mais si jamais vous vous êtes dit « Ah, il faut que je fasse ces badges ou quoi », j'ai fait une petite vidéo, si ça peut vous motiver dedans, je passe un petit peu en revue les badges qui servent à rien, enfin les badges pas qui servent à rien, mais qui sont chers à farmer et qui du coup sont pas intéressants. Voilà, je vous montre un petit peu ce qui est intéressant à farmer du côté de ces badges, on va dire. Ça garantit pas qu'on va avoir un super airdrop, qu'on va devenir riche du jour au lendemain, mais ça me paraît assez peu farmé, cette histoire de badge, donc je tente un petit move opportuniste. L'idée c'est de claquer 5, 10, peut-être 15 $ de frais, j'avoue que j'ai pas compté ce que j'ai claqué au total, mais on doit être dans ces eaux-là, donc c'est pas une énorme somme. Et dans le pire des cas, j'ai perdu 5 à 10, 15 $, et dans le meilleur des cas, ça a peut-être boosté un peu mon airdrop. De toute façon, on le saura bientôt, puisque l'airdrop c'est le 22 octobre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup, du côté de Scroll. On a la saison 2 de mode qui est terminée depuis quelques jours. Il me semble que l'airdrop, le claim c'est aujourd'hui, donc si jamais je vous chope le lien, je vous le mettrai dans la description. Et naturellement, si on a la saison 2 qui se termine, on a la saison 3 qui commence, et a priori ça va être autour de leur gouvernance. J'en ai parlé je crois dans le dernier DeFi Actu, où je voulais en parler, je l'ai peut-être coupé au montage, je m'en souviens plus. Des fois je coupe des news au montage, mais ça vous le savez pas. Et du coup Mode a mis à jour un petit peu son système de staking avec un système de gouvernance un peu comme sur Curve avec les VE tokens. J'ai pas de Mode dans mon portefeuille, le token m'intéresse pas plus que ça, mais si jamais il y en a qui croient au token Mode, qui ont envie de s'y intéresser,
eh ben il y a des incentives pour participer à cette gouvernance. Hein, par incentive, j'entends il y a des sous-sous à aller récupérer. Après, je sais pas si c'est hyper intéressant de ce côté-là. Et comme on est dans les premiers jours, si ça vous affiche des APR, ça risque d'être un petit peu gonflé, ça risque de se dégonfler sur les prochains jours. On enchaîne avec deux petits posts que je trouve assez incroyables, c'est comme ça que je l'ai titré en tout cas dans mon tweet. Le premier, c'est autour de Rabby. Alors Rabby, ce que j'aime pas sur leur agrégateur, parce que quand on va sur le portefeuille, on a un agrégateur qui permet d'échanger des tokens directement dans le portefeuille, c'est ultra pratique, vraiment il y a rien de plus pratique je pense, mais il y a quelques frais dessus, 0,25% de frais, et du coup c'est pas hyper intéressant de passer par Rabby pour faire ça, quand je peux aller sur Odo, sur Jumper ou sur plein d'autres protocoles pour faire le même swap quasiment. Par contre, là où Rabby a un énorme avantage, j'ai vu que ça marchait pas sur toutes les blockchains. Hier, j'ai fait un swap sur Mod, ça a pas marché, mais du côté de ZK-Sync, du côté d'Arbitrum, j'ai testé, ça marche. Quand on veut échanger des tokens sur la DeFi, sur les blockchains EVM, il faut approuver. J'en ai parlé plus tôt normalement dans la vidéo, si je l'ai pas coupé au montage non plus, et du coup c'est chiant parce que quand on veut faire un swap, ça se passe en deux transactions, on approuve le token et ensuite on l'échange. Et ben là Rabby, ils nous permettent de faire les deux transactions en une seule fois. J'avais jamais vu ça auparavant, alors que ça existe déjà hein, sur d'autres écosystèmes en dehors des blockchains EVM, typiquement sur Solana, sur Sui, sur Starknet, sur Aptos. Il n'y a pas ce système d'approbation à faire, tout se fait d'un coup en fait. Et ça m'étonne que personne jusqu'ici n'avait trouvé le moyen de faire ça du côté EVM, et c'est possible du côté de Rabby. Voilà, par flemme, j'avais quelques dollars qui traînaient dans mon portefeuille, je me suis dit que j'étais pas à 2 centimes près sur mon swap, donc j'ai été le faire directement sur Rabby, et j'étais hyper surpris de voir ça. Vraiment, c'est incroyable en termes d'utilisation. Donc si j'ai des petits swaps de quelques dollars, vraiment moins de 10 dollars, je pense que je les ferai par flemme directement sur Rabby, mais si ça commence à être des swaps un peu plus chers, j'ai pas envie de donner quelques centimes à Rabby quand je peux les garder pour moi, hein, voilà, le capitalisme avant tout. donc je vais utiliser un autre agrégateur, tant pis. Mais pour les petits swaps, vraiment, je vais pas m'emmerder, je vais passer par Rabby, hein, ça me fera perdre beaucoup moins de temps. Voilà, et je me dis que si Rabby l'a implémenté, on aura peut-être d'autres protocoles, d'autres wallets, peu importe, qui vont l'implémenter, et j'ai hâte de voir ça. Un autre truc que je trouve hyper intéressant et je vois personne en parler, enfin si, il y a des gens qui parlent du protocole, mais j'ai jamais vu personne mentionner ça, parce que je sais pas si c'est lancé en fait. Le tweet de Superform, il est un peu bizarre, donc le protocole dont je parle c'est Superform, c'est une sorte de Beefy Finance nouvelle génération. Si vous avez une stratégie qui fait travailler des USDC sur AAV par exemple, eh ben vous pouvez carrément avoir des USDC sur une autre blockchain, un autre token, ça va automatiquement swapper, bridger vos tokens et les déposer sur la stratégie. Et a priori, je sais pas si c'est faisable maintenant ou si c'est pour plus tard, puisque à la fin de leur tweet, il y a écrit soon, donc ça veut dire bientôt en français, mais a priori, en une seule transaction, on peut déposer sur 4 stratégies en même temps, sur 4 blockchains différentes. Alors c'est un exemple, hein, je suppose qu'on peut faire sur 2 blockchains différentes, sur 3, enfin, vous avez compris l'idée, mais c'est assez fou, en une seule transaction, on peut faire tout ça. Incroyable. Donc là on a un exemple où on est exposé à Aloe Capital sur Optimism, Venus Protocol sur la Binance Smart Chain, AAV sur Avalanche et Yarn Finance sur Polygon. Tout ça en une seule transaction. Je trouve ça complètement fou et c'est enfin quelque chose qui fait avancer la DeFi en 2024. Il y en a qui vont me parler de méga gaz mes couilles pour faire plein de transactions par seconde. Ça, on s'en fout, c'est du bullshit. En termes d'expérience utilisateur, on en a rien à foutre que ma transaction elle passe en 2 millisecondes au lieu de 5 millisecondes. Je m'en branle. Moi, je veux avoir une expérience utilisateur fluide, pratique, et jusqu'ici, il n'y a pas eu d'évolution en 2024. Le seul truc qui était pertinent, c'est les systèmes à points. Putain, j'en arrive à dire que les systèmes à points, c'était pertinent, parce qu'au moins, ça donnait un aspect assez clair pour comment farmer des airdrops. C'est vraiment la seule innovation qu'il y a eu sur cette putain d'année 2024, et encore, ça remonte même à avant 2024, donc pour moi, c'est une année qui a pas du tout été innovante, et je commence à voir des choses apparaître, des choses sympathiques qui me plaisent, et je suis content. Je trouve ça important d'en parler. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je prends 5 minutes dans ma vidéo pour en parler si je veux. Mais voilà, désolé, je sens que je monte un petit peu en tension là. J'ai pas de tensiomètre, mais à mon avis, là, je fais un bon 18 de tension.
Je trouve ça fou que personne soulève ce genre d'avancée. C'est hyper important, hyper intéressant pour la DeFi. Oh là là, la tension elle risque pas de baisser. On va parler un petit peu de la France. Oh, ça commence bien. Et on va parler un peu de fiscalité. Il y a des choses qui sont en train de passer en ce moment au gouvernement. Je vous avoue que moi, plus je suis loin du gouvernement, plus je suis loin de ce qui se passe au niveau des lois, tout ça, et plus je me sens bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de monétiser un peu mes chaînes YouTube comme je peux, que j'accepte de temps en temps de faire des petits placements. C'est pour pouvoir avoir des rentrées d'argent, pour ne pas cash out mes cryptos durement accumulés. Hein. Je me bats pas dans l'arène PVP de la DeFi pour donner 30% à des branleurs dans un gouvernement. Voilà, je dis les termes, hein, j'en ai rien à foutre, je dis les termes. Et en plus de ça, hein, ça va augmenter a priori. Cela s'ajoute à un contexte fiscal de plus en plus contraignant pour les détenteurs crypto. En parallèle, le gouvernement français, avec l'augmentation prévue de la flat tax de 30% à 33% pour 2025, impose une pression accrue sur les revenus issus des placements financiers. Bon, blablabla, l'État a besoin d'argent, donc l'État essaye d'en prendre aux gens qui en génèrent, donc aux travailleurs. Mais bref, ça m'énerve les débats politiques, à croire que si la personne elle est de gauche, si elle est de droite, si elle est trans, si elle est poisson, si elle est au milieu, si elle est devant, si elle est derrière, ça va changer quelque chose. Dès lors qu'on commence à avoir un petit peu de pouvoir, ça change une personne le pouvoir. Donc je refuse de croire que mettre quelqu'un à la tête du pays, qui soit de gauche ou de droite, ça puisse changer quoi que ce soit. Hein. Je suis peut-être un méga giga doomer, mais c'est mon avis, c'est mon opinion. Je vous incite pas nécessairement à penser comme moi. Je déteste la politique, je déteste les politiques au pluriel, au singulier, comme vous voulez. Bref, j'ai l'impression que je me perds un petit peu, donc je vais me recentrer sur cet article de Coin Academy qui revient un petit peu sur ce qui se passe autour de la fiscalité en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui était intéressant, c'est que la France, ils essayent maintenant de taxer les gens qui résident à l'étranger. Alors comment c'était formulé exactement? Ah voilà, instaurer un système d'imposition qui s'étend aux personnes de nationalité française ayant résidé au moins 3 ans en France au cours des 10 dernières années. Donc ça vise clairement ceux qui se sont expatriés il n'y a pas très longtemps et qui vont ensuite déplacer leur résidence fiscale vers un État dont la fiscalité est de plus de 50% inférieure à celle de la France. Alors ça veut dire quoi une fiscalité de plus de 50% inférieure à celle de la France? Ils vont se baser sur quels critères? Parce que je suppose qu'en choisissant tel ou tel critère, moi je peux vous dire que c'est inférieur ou que c'est supérieur à 50%, j'en suis persuadé. Ces personnes, bien que résidant hors de France, seront désormais soumises à une imposition supplémentaire sur leurs revenus du travail, du capital et du patrimoine. J'ai vraiment l'impression que la France c'est un poison en fait. Même si vous essayez de la quitter parce qu'elle vous retient, elle vous empêche de vous épanouir, elle va essayer de vous traquer partout autour du monde. Vraiment fiscalement, la France ça devient un poison, c'est abusé. Et je dis ça, mais moi je suis pas évadé fiscal. Hein. Je suis bien en France, je pense pas partir, je pense pas m'exiler à Dubaï pour aller arnaquer des gens sur Internet. Mais je trouve ça fou que la France essaye d'attaquer les gens qui sont exilés justement fiscalement. Mais je suis même pas sûr qu'ils puissent y arriver. Enfin, les gens qui habitent à Dubaï, en Arabie Saoudite ou dans je sais pas quel pays comment ça s'appelle là, dans je sais pas quel pays, les îles aux États-Unis, j'arrive même plus à retrouver le mot, les îles paradisiaques là où il y avait SBF et compagnie, ça me reviendra pas, tant pis. Ah si, c'est bon, dans les Caraïbes, voilà, hein, les gens qui sont expatriés là-bas, me dites pas que si ils doivent payer 1000 € d'impôts, l'État ils vont missionner quelqu'un pour aller les retrouver pour dire ah tu payes, hein, c'est pas bien, qu'est-ce que tu veux faire, ils sont à l'autre bout du monde. Et en plus de ça, attendez, c'est écrit plus loin dans l'article, c'est écrit où? Faut que je retrouve ça. Ah, c'est juste ici. Toutefois, un point de l'amendement pourrait les sauver, en effet, puisqu'il respecte l'ensemble des centaines de conventions fiscales déjà signées par la France avec d'autres pays, cet amendement n'aurait finalement que peu d'impact, puisque la France a déjà signé des conventions fiscales avec la majorité des pays du globe. Donc ça veut dire qu'ils essayent de passer des trucs pour taxer les gens, pour fiscaliser les gens qui sont à l'étranger, sauf que le problème c'est qu'ils ont déjà signé des conventions auparavant avec d'autres pays, donc ils vont pas pouvoir imposer ça en fait aux gens qui sont exilés fiscalement. Donc c'est bien, l'État
ils essayent de récupérer de l'argent comme ils peuvent, mais je suis désolé, si les gens ont fui du pays, c'est que c'était pas intéressant pour eux de rester, et c'est pas en essayant de les taxer qu'ils vont revenir. Vraiment, je pense que les gens qui essayent de faire passer ce genre de fiscalité, ils ont jamais gagné une partie de risque de leur vie. Enfin bref, je vais pas en parler plus que ça, parce que de toute façon, c'est pas la fiscalité, c'est pas un sujet que je maîtrise plus que ça, mais de ce que je vois, ça m'a l'air d'être une catastrophe. Bref, on termine avec le même du jour, même si là, je pense qu'on avait une couche déjà bien gratinée, mais on peut aller chercher encore plus loin, enfin plutôt encore plus bas. On peut descendre encore plus dans l'échelle de la médiocrité. Et du coup, j'ai eu un commentaire assez lunaire sous une de mes vidéos de quelqu'un qui avait acheté 45 € de bonk et qui me faisait comprendre que j'étais un imbécile et que dans quelques années il serait millionnaire. Je sais même pas quoi vous dire de plus par rapport à ça. Et dans une de ses réponses, il me dit « Tu crois que ceux qui avaient acheté des bitcoins au début ne sont pas millionnaires, imbéciles ?» Bah non, tout le monde n'est pas millionnaire, hein. Déjà il y en a qui sont peut-être morts depuis, il y en a qui ont vendu aussitôt, en plus il y a souvent des screenshots qui reviennent de forums de bitcoiners, de gars qui disaient en 2012 ou en 2013 « Oh ça y est, Bitcoin il a atteint genre 10 $, 100 $, 1000 $, c'est impossible que ça aille plus haut, je vends cette merde, je vois pas l'intérêt de le garder plus longtemps, blablabla blablabla ». Le truc le plus vicieux c'est qu'il y a même des gens qui se sont intéressés à Bitcoin genre en 2013 et qui ont perdu de l'argent, hein. Tout le monde n'est pas devenu millionnaire. Du coup, pour troller un petit peu autour de tout ça, j'ai fait un post sur Twitter pour dire « Le saviez-vous ? Le bouton vendre du Bitcoin est apparu seulement en 2017 lors du bull run. Les gens qui ont acheté du Bitcoin au début sont donc tous millionnaires aujourd'hui. C'est évident. » Voilà, en fait, il y a qu'avec cette logique que j'arrive à comprendre son commentaire. Pour lui, le bouton vendre, il devait pas exister avant au moins 2017. parce que sinon je vois pas comment tout le monde pourrait être millionnaire en ayant juste acheté du Bitcoin au début. Puis il y en a qui en ont miné aussi, hein. Dans quelle catégorie ils rentrent eux? Est-ce qu'ils sont milliardaires plutôt, multimillionnaires? Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, c'était déjà assez long comme ça. Likez, abonnez-vous avant de partir, brossez-vous les dents, voilà, c'est bien d'avoir une bonne hygiène. Je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.